Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous aide à comprendre, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Nicole Bacharan, qui est historienne, spécialiste des États-Unis et qui vient de sortir un livre « La plus résistante de toutes » chez Stock. François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, qui sort aussi un livre sur la guerre en Ukraine sous le titre « Les leçons d'une guerre » aux éditions Odile Jacob. Et puis Michel Taubman, qui est un habitué de l'émission et qui prépare un dossier sur Israël dans Politique internationale. Il est également éditorialiste à i24 News. On va commencer avec vous, Michel Taubman. Et on fera un tour de table sur la situation en Israël. Le pays est divisé, plus divisé qu'il ne l'a jamais été dans son histoire. Les manifestations ne faiblissent pas autour du projet de réforme de la justice qui déchaîne toutes les passions. Est-ce qu'il s'agit du seul projet de la réforme de la justice ou est-ce que le fossé est plus profond ? Alors écoutez, vous présentez les choses de manière négative et c'est vrai que le président Herzog l'a rappelé l'autre soir, Israël est au bord d'une catastrophe, d'un désastre, mais on peut dire le pays est divisé, mais on peut dire aussi que le pays traverse quelque chose d'assez extraordinaire, un sursaut civique, un sursaut spirituel, un sursaut moral qui traverse toutes les couches de la société et qui dépasse largement la gauche, la droite, et qui dépasse largement aussi les pro et anti-Netanyahou. Dans les manifestations auxquelles je participais au mois de janvier, il y avait surtout des gens de gauche. Aujourd'hui, il y a maintenant on voit de plus en plus de gens, de porteurs de kippa, des religieux, on voit des militaires, on voit des gens du Mossad, on voit des gens de droite. Et donc, il y a un sursaut civique au nom d'une idée qui est l'idée de la démocratie. Ça rappelle ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, ce qu'on a pu voir dans les pays d'Europe de l'Est avant 1989, en Géorgie, en Ukraine, ces dernières années. Il y a un véritable mouvement, un sursaut contre ce projet de loi qui cristallise, qui synthétise finalement une volonté de rompre avec la démocratie, c'est-à-dire de remplacer une démocratie qui est très imparfaite. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'une réforme de la Cour suprême, une réforme des institutions, et peut-être même enfin l'élaboration d'une constitution qui manque à Israël, tout cela n'est pas infondé. Mais la manière dont les choses sont faites, avec un projet de loi qui est motivé par la volonté de régler son compte au seul contre-pouvoir qui existe aujourd'hui en Israël et qui, comme l'a rappelé le président Herzog, qui défend les minorités, qui défend les droits de l'homme, qui défend qui défend finalement contre les excès d'un pouvoir qui aujourd'hui est très 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 à droite. Tout ça finalement a provoqué quelque chose qui est pacifique, qui est débonnaire, qui a des airs de mai 68 ou de soulèvement en Europe de l'Est. Et c'est évidemment, je suis optimiste de ce point de vue-là. En revanche, personne ne connaît aujourd'hui l'issue, si cette issue sera positive ou si elle contribuera, comme l'a dit le président, à précipiter Israël vers un désastre. Alors, on se posait la question jusqu'à présent, qui est à même d'arbitrer et de ramener tout le monde à la raison? Et puis, il y a eu la déclaration du président Herzog qui était très, très forte et très claire en même temps. Oui, la déclaration du président Herzog est très claire. Je regarde la presse israélienne et par exemple, Haaretz a toujours été très très critique contre le président Herzog. Il trouvait qu'il était trop mou, qu'il ne s'engageait pas. Là, on a quelqu'un qui est tenu un certain devoir de réserve et qui va au-delà de ce qu'il peut faire et qui s'engage parce que Herzog, c'est pas n'importe qui, c'est le président d'Israël, c'est l'ancien président de l'Agence juive, c'est l'ancien dirigeant du Parti travailliste, il appartient à une famille, il est petit-fils de grand rabbin et petit-fils d'un général, et fils d'un général. Donc Herzog, il représente finalement, il peut représenter la synthèse des deux Israël qui s'opposent aujourd'hui, de manière schématique, l'Israël laïque et l'Israël religieux, même si tout ça est très schématique. Et Herzog s'est engagé totalement
Et ce qu'il a demandé, c'est le retrait pur et simple, de ce projet de réforme judiciaire. Voilà. Il l'a fait dans des circonstances assez étranges, puisque Netanyahou, il n'a pas cité une seule fois le nom du Premier ministre, Netanyahou, ni son nom, ni sa fonction, et Netanyahou était et est encore à l'étranger. Donc on est dans une situation qui est très étrange, mais si je comprends bien ce qu'a dit le président, il veut que le projet soit retiré, donc ça veut dire un dénouement dans les tout prochains jours, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire soit la coalition maintient son projet, et on a une poursuite une radicalisation du mouvement, soit elle le retire et on ouvre un champ tout à fait inconnu vers une discussion, vers l'élaboration d'une réforme des institutions. Alors, on va entendre l'analyse à la fois de François Hesbourg et de Nicole Bacharan. Mais encore un mot, Michel Taubman, parce qu'il faut bien en parler. En même temps, les attentats se multiplient et on s'aperçoit que l'autorité palestinienne a perdu tout contrôle au profit du djihad islamique et du Hamas, puisque le terroriste de Tel Aviv jeudi soir est le fils d'un chef du Hamas. Est-ce que le terrorisme profite de la crise interne en Israël? Parce qu'il y a quand même les deux crises qui sont en parallèle, Michel Taubman. Oui, vous avez tout à fait raison. D'abord, il serait injuste d'imputer au seul gouvernement actuel la reconnaissance du terrorisme. Il y a l'autorité palestinienne qui est plus affaiblie que jamais, mais affaiblie aussi parce que Israël, les gouvernements successifs de Netanyahou ont voulu l'affaiblir, et puis parce qu'elle s'est affaiblie elle-même, et puis parce que Mahmoud Abbas n'a plus de légitimité électorale depuis près de 15 ans, 20 ans même. Donc il y a ces raisons-là. Et puis il y a les discours extrêmement provocateurs des extrémistes, pas de tout le gouvernement, pas du ministre de la Défense, mais des extrémistes de la coalition, Ben Gvir et Smotrich, qui chaque jour mettent de l'huile sur le feu. On arrive près du Ramadan, et le ministre de la Police, Ben Gvir, a dit qu'il n'était pas question d'observer la trêve qu'on observe habituellement pendant le Ramadan à l'égard des Palestiniens. Donc, on met de l'huile sur le feu, et de l'autre côté, on a une radicalisation, et effectivement, les amis de l'Iran, le djihad islamique, semblent avoir pris la main par rapport au Hamas, qui, lui, est plutôt prudent pour l'instant. Donc, on est dans une situation de très, très grande incertitude, avec la montée de la pression du côté de l'Iran, dont l'uranium est enrichi maintenant parfois, en petite dose, à 83%, donc qui continue sa course à l'arme nucléaire. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de perspective de négociation entre l'Iran et la communauté internationale. Donc il y a la menace iranienne, il y a la montée des tensions en Cisjordanie, il y a le Hezbollah qui, s'il y avait un affrontement avec l'Iran, enverrait des dizaines de milliers de missiles sur Israël. Donc on a une situation de tension extérieure, de pression extérieure qui est très forte, avec un gouvernement qui est paralysé. Et d'ailleurs, c'est le message que laissent passer les Américains, qu'on fait passer les Américains à Netanyahou. Pour l'instant, on ne vous donnera pas le feu vert pour intervenir contre l'Iran, même si les positions américaines et israéliennes se sont rapprochées, tout simplement parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans ce gouvernement. Donc, toutes les crises sont liées dans une situation qui est évidemment assez paroxystique. Alors, merci Michel Taubman. Je voudrais vous entendre maintenant. Nicole Bacharan, votre maman, vous racontez que votre maman vous a initié à l'amour d'Israël après 1967. On va raconter tout à l'heure l'épisode qui est à l'origine de votre livre et qui est un livre qui est tout à fait bouleversant, la plus résistante de toutes, mais Israël est présent un peu dans la famille, si j'ose dire. Mais Israël est totalement présent dans la famille, à la fois par l'histoire de ma mère, la mienne, celle de mon mari, puisque sa fille s'est convertie, vit à Tel Aviv, et on a ensemble donc 4 petits-enfants juifs qui vivent à Tel Aviv. Donc c'est déjà une histoire de famille, mais c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de culture. Et je vais évoquer rapidement une conversation que j'avais eue avec le grand poète israélien Raïm Goury il y a près de 20 ans de ça. Et je me souviens qu'il m'avait dit on a 2 sécurités ici en Israël, Tzahal et les Juifs américains. Et aujourd'hui, les Juifs américains sont extrêmement divisés.
sur ce qui se passe en Israël. Et ce qui se joue, c'est un dilemme entre deux éléments que l'on rencontre dans bien des parties du monde, y compris dans nos pays. C'est le choix entre démocratie et autocratie. Et aux États-Unis, dans la communauté juive, qui n'est pas une communauté uniforme, bien loin de là, en fait, ceux qui soutiennent la réforme, le projet de démantèlement de la justice de Netanyahou, ce sont les pro-Trump. Ce sont ceux qui n'ont pas peur de l'autocratie, qui ne font pas confiance à la démocratie pour gérer le pays, leurs intérêts, que sais-je. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que l'identité intrinsèque d'Israël, ce qui les a préservés face au monde pendant tant d'années, c'est de pouvoir dire « nous sommes la seule démocratie » pour le coup du Moyen-Orient. C'est absolument capital. François Hesbourg. Écoutez, on est dans un moment où la priorité des priorités pour les États-Unis et pour leurs alliés européens et asiatiques, c'est la guerre en Ukraine. La seconde priorité, c'est la montée des périls avec la Chine. Et en troisième lieu, l'Iran. Écoutez, personne à Washington ou ailleurs n'a envie d'ouvrir un troisième front. Et les gens qui seraient naturellement indifférents par rapport aux intérêts israéliens trouveront là des prétextes absolument irrésistibles pour ne rien faire vis-à-vis de l'Iran. Et j'ajouterais que ça vaut aussi pour les États-Unis. Défendre un pays qui est en train de supprimer ce qui est au cœur du pouvoir judiciaire, l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant est quand même une des marques de fabrique essentielles d'une démocratie. C'est pas ce gouvernement-là qui va attirer spontanément les sympathies, surtout si les sympathies devaient impliquer une réaction robuste par rapport à un Iran. Alors, les déclarations sur le thème, il suffirait de 12 jours pour que l'Iran ait l'arme nucléaire, c'est pas tout à fait aussi simple, mais effectivement, une douzaine de jours, c'est ce qui serait nécessaire pour passer à l'enrichissement nécessaire à une arme nucléaire. Les étapes intermédiaires, elles se comptent en semaines, elles ne se comptent plus en mois. C'est quand même quelque chose d'assez terrifiant, beaucoup plus terrifiant que les problèmes du terrorisme palestinien, qui, de par leur ampleur actuelle, ne sont pas exceptionnels au regard de l'histoire de l'État d'Israël. Donc, franchement, on comprend que Tsahal, on comprend que les services, on comprend que les citoyens, on comprend que ceux qui font leur service militaire ou qui ont fait leur service militaire ou qui feront leur service militaire n'aient pas très envie de soutenir ce gouvernement. Et gouverner Israël uniquement sur la base des intérêts des Haredim et des Trumpiens, c'est probablement pas un très bon calcul. Alors, François Hesbourg, vous qui connaissez bien Netanyahou, vous disiez ici même, puisque vous nous faites l'amitié de venir de temps en temps à cette émission, et vous disiez au moment de la constitution de ce gouvernement, la menace iranienne qui approche de plus en plus va forcer la coalition et l'opposition à un gouvernement d'union nationale. On voit bien que ça ne se produit pas. Ça ne se produit pas parce que le gouvernement actuel a visiblement d'autres impératifs que celui de la sécurité nationale d'Israël, défrisant les États-Unis. Vous savez ce qui est arrivé avec le secrétaire à la défense américain, qui a eu le plus grand mal à poser son avion en Israël et qui en fait n'a pratiquement pas pu aller en Israël vu la situation à l'aéroport Ben Gourion ou sur les bases aériennes. Et honnêtement, pour moi, la seule analogie que je trouve dans l'histoire d'Israël ou du Yishuv, c'est l'affaire de l'Altalena.
ce qui nous ramène quand même plus de 70 ans, 75 ans. L'Altalena, il y avait des armes. Là, heureusement, la guerre pour l'instant, il n'y a pas de guerre civile au sens militaire du terme en Israël. Mais les désordres politiques, les clivages politiques sont du même ordre qu'à cette époque. C'est quand même c'est quelque chose qui personnellement me terrifie, alors même qu'Israël aura besoin du soutien actif, notamment américain, et on espère aussi européen, si les choses s'aggravent, comme elles le feront vraisemblablement avec l'Iran. L'Iran tient le bon bout de son point de vue. Grâce à M. Trump et grâce à Netanyahou, le programme nucléaire iranien a été libéré de ses entraves depuis plusieurs années, et visiblement les Iraniens en profitent. Nicole Bachar. Oui, et je rejoins absolument ce que François vient de dire sur la responsabilité de Trump dans la situation de l'Iran et la marche forcée vers l'acquisition de l'arme nucléaire. Donald Trump, qui vomit tout ce qui peut être multilatéral, a annoncé à grand fracas, souvenez-vous-en, qu'il sortait des négociations et de l'accord, même accord qui avait beaucoup de défauts, mais avec le pouvoir iranien sur le contrôle du nucléaire, clamant, donc Donald Trump, qu'il allait forcer les Iraniens à revenir à la table des négociations et qu'il obtiendrait un bien meilleur accord. Donc il est sorti de cet accord et la conséquence immédiate, c'est qu'il n'y a plus aucune inspection en Iran et que les Iraniens qui ont de grands défauts mais qui ne sont pas stupides ont parfaitement compris que si on voulait se faire entendre et respecter, à l'instar de la Corée du Nord, qui était fort bien traitée par Donald Trump, il valait mieux avoir l'arme nucléaire. C'est absolument dramatique, ce genre d'irresponsabilité à la tête des États. Et malheureusement, ce qu'on voit en Israël, c'est un Premier ministre aux abois qui veut changer le mode constitutionnel, même si ça n'est pas une constitution écrite, pour éviter tout simplement de finir ses jours en prison pour corruption. Enfin, les intérêts personnels sont au premier rang et il est absolument prêt à tout pour ça. Et c'est au-delà des intérêts personnels, puisqu'il s'agit aussi du point de vue idéologique d'une partie de l'opinion israélienne. Si c'était seulement M. Netanyahou, l'affaire serait probablement gérable. Mais là, on a quand même un gouvernement qui est issu d'élections. Il peut considérer qu'il a une forme de légitimité. Le problème, bien entendu, c'est que dans un État qui n'a pas de constitution écrite, ce qui est la situation, par exemple, du Royaume-Uni également, c'est que ça ne donne pas le droit d'agir comme s'il n'y avait pas de constitution. C'est-à-dire avoir une majorité simple à la Knesset pour démanteler la démocratie en Israël. Que dirait-on si la Chambre des communes au Royaume-Uni s'amusait à faire le même genre de choses, ou le Congrès américain par rapport à la Cour suprême. C'est des choses qui ne sont tout simplement pas constitutionnelles, même si la Constitution est non écrite. C'est ça. On peut parler aujourd'hui de coup d'État constitutionnel en Israël. Il n'y a pas de constitution, pourtant. Ben, c'est bien ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas une constitution écrite que vous n'avez pas de constitution. La séparation des pouvoirs n'est pas quelque chose que vous pouvez démanteler par un vote à la majorité simple à l'Assemblée nationale. Dans aucun pays qui est démocratique, doté d'une constitution, vous n'avez le droit de faire ça. C'est pas parce qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni ou Israël qui n'ont pas de constitution que vous pouvez faire ça. L'absence de constitution ne donne pas l'autorité de se conduire de façon anticonstitutionnelle. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas une constitution de fait. Il y a bien entendu une constitution de fait en Israël. C'est comme il y a une constitution de fait au Royaume-Uni, qui est la mère des démocraties. Alors, ce qui complique les choses quand même, c'est que c'est un jeu à 3 ou même à 4. Il y a le gouvernement légitime, qui a été effectivement élu légitimement. Il y a les manifestations, ce mouvement que Taubman appelait civique. La Cour suprême, qui
peut avoir son mot à dire une fois que, enfin, si ce projet était accepté. Et il y a le président Herzog, qui n'est pas élu, mais qui fait entendre sa voix de manière très claire. Alors, Michel Taubman, comment on réagit en Israël à la proposition à la déclaration très claire, effectivement, du président Herzog? Écoutez, ce qui est important, c'est que le président Herzog est aujourd'hui la seule personne qui se met en travers de la voie ferrée, alors que les deux locomotives vont se télescoper très rapidement. Quand il dit qu'il faut retirer immédiatement le projet de loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce projet de loi est voté, il sera voté cette semaine, dans quelques jours. Une fois qu'il est voté, la Cour suprême, qui est toujours en place, sera amenée à se prononcer. Et elle invalidera cette loi, forcément. Bon, donc on arrivera à une situation de double pouvoir, de double légitimité. Elle la validera ou elle la mettra de côté en disant on va l'examiner et ça peut prendre 3 mois. Non. Pourquoi non, parce que je me suis renseigné, j'ai parlé avec un certain nombre de gens qui sont informés. On n'est pas dans une situation où on attend 3 mois. On est dans une situation où les manifestations ont lieu tous les jours, où la tension monte chaque jour. Donc la Cour suprême, d'ailleurs, elle fait comme si y a pas François Hesbourg l'a bien dit, il n'y a pas de constitution. Et chacun agit comme s'il y en avait une, et comme s'il était le détenteur de la constitution. Par exemple, la Cour suprême a dénoncé le limogeage du chef de la police par le ministre Ben-Gvir. De la police de Tel Aviv. En France, on n'imagine pas le Conseil constitutionnel se prononcer sur la nomination d'un chef de la police. Mais il y a un tel vide aujourd'hui, Alors, d'un mot, parce que on va devoir faire la pause. D'un mot, est-ce que le président Herzog a la faculté ou le droit de ne pas contresigner le projet de loi quand il aura été adopté? Bien sûr. Mais ça veut dire qu'on va être dans une situation de double légitimité, de double pouvoir. À qui obéiront les généraux? À qui obéira la police? Et c'est ça le désastre qui menace Israël. Et c'est cela que le président veut éviter. Et c'est dans les prochains jours que la situation peut être dénouée au sein du Likoud. Il suffit de 5 ou 6 personnalités, le ministre de la Défense, ceux qui ont négocié avec monsieur, avec le président Herzog. Il est possible demain de mettre en place un gouvernement dirigé par quelqu'un du Likoud qui ne soit pas Netanyahou, qui exclut les extrémistes et qui soit représentatif d'une large coalition de centre-gauche et de centre-droit. Mais il est trop tard pour que cela se fasse avec Netanyahou. Merci Michel Taubman. On va marquer une pause et ensuite on va parler du livre de Nicole Bacharan et sur intitulé La plus résistante de toutes, et on va parler des leçons d'une guerre, celle d'Ukraine, avec François Hesbourg. Le 4 quarts politique de la semaine, et on va parler maintenant avec Nicole Bacharan de son livre La plus résistante de toutes, et avec François Hesbourg, les leçons d'une guerre. Et on va commencer avec vous, Nicole Bacharan. Ce récit, vous le portez en vous depuis longtemps. Votre mère vous l'a raconté par bribes et vous l'avez entièrement reconstitué. Oui, je l'ai entièrement reconstitué. En fait, ce que je raconte dans ce livre, c'est ce qu'a vécu ma mère entre 1942 et 1944, où elle a été une très jeune résistante, qui a payé d'ailleurs très cher cet engagement. Et elle m'avait raconté un certain nombre de choses, un certain nombre d'épisodes qu'elle avait vécus. Et à partir de là, j'ai reconstitué tout ce qui se passait autour. Et pour moi, j'avais les récits de ma mère, où il y avait des grandes lacunes. J'avais les récits de mon oncle, son jeune frère, qui se souvenait d'énormément de choses, et elle s'était beaucoup confiée à lui, d'autres membres de la famille. Et puis, je me suis plongée dans les archives, et c'est absolument incroyable ce qu'on peut trouver dans les archives sur une jeune fille, Ginette Guy, ma mère, qui est restée une personne anonyme, son fiancé de l'époque, Jean Oberman, un jeune juif magnifique dont elle était très amoureuse, et tous les deux ont leur dossier
aux archives nationales, aux archives des Bouches-du-Rhône, aux archives de Toulouse, respectivement. Et puis j'ai beaucoup étudié, plus encore qu'autrefois, cette époque, pour vraiment replacer les épisodes qu'elle m'avait racontés dans ce qui se passait à ce moment-là dans ces deux villes où elle était, et leur donner leur vrai sens. En fait, ce que chacun vit individuellement se place à un moment dans un contexte politique, historique, qui leur donne tout leur sens. Donc ce livre, si vous voulez, tel que je l'ai écrit, on peut dire que c'est un roman de guerre, d'amour, mais tout est vrai. C'est un récit où tout est vrai. Il devait écrire un livre à deux, parce qu'il y a ce coup de foudre entre Ginette, votre mère, et Jean Obermann, et ça devait avoir pour titre, il s'appelait Jean Obermann, et ce livre, au fond, c'est vous qui l'avez écrit. Exactement, c'est la mission que j'ai considéré avoir, dont j'avais hérité. C'est vrai que tous deux, quand ils étaient fiancés en pleine guerre, voulaient écrire leur histoire, comment ils s'étaient connus, comment ils étaient tombés amoureux, et comment ils en avaient réchappé, puisqu'ils espéraient bien en réchapper, et que malgré tout l'étau se resserrait autour d'eux considérablement. Et puis la paix finalement les a séparés. Ils n'ont pas écrit ce livre, et je pense que c'était à moi de l'écrire. Mais en écrivant, j'ai bien vu que la véritable héroïne, c'était Ginette Guy, ma mère. C'est une héroïne, elle est très attachante, on a envie de la connaître ou de l'avoir connue. Et donc, vous allez aux archives, mais vous allez aussi, vous sillonner, vous allez voir les lieux. Vous allez rue de Paradis, le QG de la Gestapo, où votre mère a été arrêtée. Vous avez retrouvé la rue et le bâtiment où elle a été torturée, molestée. Et vous racontez ce que votre mère vous a dit, mais on sent que vous redoutez d'entendre, vous ne dites pas tout, vous redoutez d'entendre ce récit. Mais en fait, elle m'avait parlé des interrogatoires qu'elle avait subis face au patron de la Gestapo de Marseille, un certain SS nommé Delage. Il avait un pseudo français. Elle m'avait raconté comment elle avait essayé de le convaincre qu'elle n'avait rien à voir avec la résistance, de le convaincre même de changer de camp en lui disant, je trouve ça insensé, une petite de à peine 20 ans qui dit au patron de la Gestapo, mais vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre en juillet 44, mais elle ne m'avait pas raconté ce qui s'était passé, physiquement passé dans cette pièce redoutable où il menait ses interrogatoires. Et jusqu'à une période très récente, je n'avais même pas envisagé qu'il ait pu lui faire du mal. Je pense que ce sont des formes de déni psychologique qui vous protègent. Elle m'en avait pas parlé et j'avais pas voulu le savoir. Et au fond de moi, je le savais pas, je crois. Mais il est vrai qu'en travaillant sur cette période et en découvrant notamment les minutes du procès de Delage, puisqu'il y a eu procès à la fin des années 40 contre lui. Et c'est à ce procès de Delage, qui était surnommé à l'époque la terreur de Marseille, que il dira à son propre procès, cette jeune fille était la plus résistante de tous. Ou de toutes, pardon. Oui, voilà, c'est ce que j'ai découvert, effectivement. Ma mère ne l'a jamais su que cet interrogatoire avait eu lieu, que ça avait été consigné et qu'il avait dit cela d'elle. Mais c'est vrai que Delage a été interrogé sur toutes les personnes qui étaient listées dans un certain nombre de rapports qui rapportaient ces arrestations et pour beaucoup ces exécutions. Et que au sujet de ma mère, donc au sujet de celle qu'il appelait désormais Mademoiselle Guy, il était beaucoup moins poli du temps de sa splendeur à la Gestapo. Donc sur Mademoiselle Guy, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, car elle ne nous a rien donné du tout. Ce qui a pour moi ouvert un gouffre sur ce que ça signifiait réellement. François Hesbourg, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que vous-même avez écrit un témoignage sur la guerre. Je veux dire, c'est très, très frappant. Nous appartenons à la même génération, Nicole Bacharan et moi, et on a chacun ressenti la même nécessité de faire notre voyage mémoriel, pour employer une expression un peu galvaudée. Le mien fut très différent. Les acteurs étaient ambigus, vivaient dans un clair-obscur, se posaient la question
à la fois de la banalité du mal, mais aussi de la banalité du bien. Pour Nicole, le voyage a visiblement été d'une clarté et d'une noirceur à contraster, donc un voyage différent, mais la même époque et les mêmes questions qui se sont posées. C'est formidable, quelque part, que l'on ait eu les moyens Tout à fait, de faire ces voyages. Et d'accéder aux archives. C'est ce que j'allais dire. On a une chance incroyable d'avoir des archives, somme toute, bien tenues, mais oui. bien organisées. C'est parfois un peu compliqué de les trouver parce qu'elles se nichent parfois dans des endroits très inattendus. Pour moi, c'était les archives allemandes, les archives luxembourgeoises, les archives françaises aussi. Et parfois, dans mon cas, les archives de l'église protestante allemande. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des archives de l'église protestante allemande. Et quand je demande à un ami allemand qui était proche de l'église évangélique, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a des archives ? Il dit, oui, bien sûr. Et il m'ouvre les portes, et c'était incroyable. Je trouvais des dossiers épais comme ça, puisqu'il y avait des gens qui étaient soit pasteurs, soit liés aux activités des églises. Donc, il y a un côté travail de piste qui est excitant, surtout, oui. Surtout lorsque il y a des moments eureka. Je mais pense tout à fait. Voilà, je pense que vous avez... En détective. Voilà, il y a le côté détective qui est palpitant, mais surtout, ça permet de faire le travail. Je dis de mémoire, travail mémorial, et c'est un travail de devoir. Oui. Un travail de devoir. Oui, je pense que c'est un travail de transmission. Ce que votre famille a vécu, ce que la mienne a vécu, ça donne du sens à une époque passée, mais à l'époque d'aujourd'hui et aux choix qui sont toujours les mêmes, finalement. Absolument. C'est un document, je dois dire, passionnant, qui est en même temps un témoignage pour l'histoire et aussi un portrait bouleversant de votre mère, Ginette Guy, et qui n'a pas voulu, au lendemain de la guerre, qu'on lui rende des hommages, des décorations, etc. Elle n'a pas voulu ça. Non, elle a rien. Elle a voulu pas de médaille, pas de pension, pas de titre, pas de. Elle n'a jamais considéré qu'elle avait fait quoi que ce soit d'extraordinaire, d'héroïque, ni même de courageux. D'après elle a juste fait ce qu'il fallait faire au jour le jour, essayer de peser un petit peu dans le sens de la liberté, tout simplement. Mais c'est vrai que dans les QG de la résistance, où elle s'est trouvée au milieu de discussions, etc., elle a beaucoup assisté aussi aux luttes de personnes, aux rivalités de partis, à la préparation de l'après-guerre, où chacun se voyait ministre, et ça l'avait écœuré, disons-le simplement. Alors, je me tourne vers François Hesbourg. Je suis désolé, mais quand vous avez publié votre ancien livre, j'avais pas d'émission, donc je pouvais pas vous inviter, mais j'aimerais bien lire ce livre et vous inviter à en parler. Là, c'est l'actualité, les leçons d'une guerre aux éditions Odile Jacob. Vous n'aimez pas beaucoup le concept de guerre hybride, qui est beaucoup pourtant utilisé dans cette guerre. Pourquoi n'aimez-vous pas ce concept de... Tout simplement parce qu'il tend à établir une différence catégorielle entre ce qui serait la vraie guerre et ce qui ne serait que la guerre hybride, quelque part. Alors que la guerre comprend tous les moyens, au moins virtuellement, dont les moyens qu'on qualifie généralement de guerre hybride, et ça peut d'ailleurs donner lieu, et c'est là un danger qui, je crois pas, qui est assez méconnu, c'est que ça peut conduire à des erreurs de calcul extrêmement graves. Parce que tant que c'est hybride, c'est pas très grave, n'est-ce pas ? Jusqu'au jour où on découvre qu'une attaque présentée comme hybride est gravissime. Je prends... ça veut dire que en fait c'est tout terrain, ça. C'est fourre-tout. C'est un fourre-tout
d'un fourre-tout qui ne rend pas compte de la complexité du réel. Toute guerre a des éléments qu'on qualifierait de nos jours d'hybrides. Le concept lui-même, il est daté. Il est daté du début de la dernière décennie, dans ce qu'on a appelé la doctrine Gerasimov, du nom de l'actuel chef d'état-major russe, et dont l'application en Crimée en 2014 a été particulièrement brillante pour une mauvaise cause, mais c'est brillant comme, je ne sais pas, Guderian était un général brillant, il travaillait pour les nazis, il était nazi lui-même. Mais dans les faits aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, c'est une guerre multidimensionnelle avec tous ses aspects. C'est pas en Israël qu'on aurait inventé un concept comme la guerre hybride. Tout simplement parce que la guerre, elle est hybride par nature. Elle a des éléments d'hybridicité, elle a des éléments qui ne le sont pas, les proportions peuvent varier, et c'est bien de la gravité des faits eux-mêmes, et non pas forcément de leur nature, que va découler la façon dont on va répondre. Si par exemple demain, tous les câbles de transfert de données qui traversent l'Atlantique étaient coupés, il y en a 19 au total, choses que les grands pays peuvent faire, comme la Russie, les États-Unis, la Chine, la France. Et c'est de la guerre hybride. Personne n'est mort. Tout simplement, on a mis par terre l'économie. Petite chose. Et on va réagir de façon mesurée? Non, on ne va pas répondre de façon mesurée. Donc la notion que la guerre hybride, tant qu'on peut la qualifier d'hybride, c'est pas vraiment la guerre, donc il n'y a pas vraiment de risque d'escalade. Et c'est dangereux, parce qu'à l'inverse, on oublie que dans la guerre qui fait boum, qui fait crack, on a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes qu'on ne le croit parfois, que le fait d'utiliser des armes peut être moins escalatoire que le fait d'utiliser autre chose que des armes dans la guerre. Alors, je voudrais, parce qu'il y a une séquence sur les Américains, où vous expliquez que Joe Biden, ou vous rappelez du moins que Joe Biden avait une position erratique au début. Pas question d'envoyer des soldats américains en Ukraine, pas de livraison d'armes offensives à l'Ukraine. Et puis tout d'un coup, il y a eu un revirement à 180 degrés. Alors ça, vous le rappelez, je le décris et j'invite le lecteur à en prendre connaissance dans le détail. Mais ce qui s'est passé, c'est aussi en même temps un peu macronien chez Biden. Dans la même semaine, il disait certaines des choses que vous venez d'évoquer. Et puis, au détour d'un discours à Varsovie, il a dit il faut un changement. Et il a dit en substance, il faut un changement de régime à Moscou. Qu'est-ce qui est plus escalatoire? Le fait de livrer des armes offensives ou le fait de déclarer qu'on va renverser le régime de votre adversaire? C'est la seconde chose qui est escalatoire. C'est pas la première. Le fait de livrer des armes à des amis, à des alliés, à des partenaires, ça s'est fait non seulement de tout temps, mais ça s'est fait constamment pendant la guerre froide. Les Israéliens ont eu à faire face à des MiG-29 ou des MiG d'hiver égyptiens, pilotés par des pilotes soviétiques pendant la guerre d'usure, à la fin des années 60. C'était pas le début de la Troisième Guerre mondiale, mais pas du tout. Par contre, si vous déclarez que votre objectif, c'est de renverser Monsieur Poutine, et là, vous faites monter l'escalade de plusieurs crans, ce qui ramène à la question de la guerre hybride. Et c'est pas parce que les armes ne sont pas létales, qu'elles ne font pas bang, et qu'on n'est pas dans une logique d'escalade. Au contraire. Nicole Bacharan, sur ce revirement américain. Le revirement américain, il a eu lieu à un moment très particulier. Il a eu lieu quand on a découvert les crimes de Boutcha. Ouais. Et je me souviens, je participais à une émission à ce moment-là, et ce qu'on a appris de Boutcha, c'était Oradour-sur-Glane. C'était un comportement de SS, non pas en rupture avec leur hiérarchie, mais en obéissant à une stratégie de la terreur. Et c'est vrai que c'est comme ça que s'est exprimé l'écœurement, la révolte de Joe Biden en disant on ne peut pas négocier ou on ne peut pas faire la paix, je ne sais pas, avec Vladimir Poutine, en gros. Et c'est vrai.
on sait bien qu'on ne peut pas faire la paix avec Vladimir Poutine. Alors de là à extrapoler effectivement sur un changement de régime, un changement de dirigeant, ce sont des choses qui nous échappent totalement. Mais je pense que Boutcha, pour tous les gens qui ont bien voulu voir les choses en face, on leur a enlevé le paravent d'un Poutine qui aurait des intérêts territoriaux, voire politiques, et qui voudrait une partie du Donbass avec des arguments historiques X ou Y. Non. Poutine, c'est le même Poutine de la guerre de Tchétchénie, de la guerre de Syrie, de la guerre de Géorgie. C'est un boucher. Et c'est ainsi que Biden l'a qualifié. Et c'est vrai que Boutcha et les crimes de Boutcha ont entraîné les États-Unis et finalement dans la coalition de l'OTAN dans un soutien à l'Ukraine indéfectible jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Alors, François Hesbourg, vous parlez de la France tout à l'heure, et vous écrivez « La France était idéalement placée pour conduire l'Europe face à l'invasion. Elle a trop longtemps préféré se livrer au jeu stérile d'un « en même temps » diplomatique avec Moscou ». Vous diriez que c'est le cas aujourd'hui encore ? Alors, je vais vous raconter une anecdote, mais avant d'en venir à l'anecdote, simplement, on a perdu toute l'année 2022. Et je ne crois pas qu'on pourra récupérer tout le crédit qu'on a perdu pendant cette année 2022. Et le crédit vis-à-vis, bien sûr, de l'Ukraine, vis-à-vis des membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et au mois de décembre, j'avais pu espérer que ça avait changé lorsqu'il est allé à Washington. Et il a fait une dernière déclaration un peu bizarre sur les garanties apportées à la Russie, sur le fait qu'il fallait à nouveau parler avec Poutine, badadi badada. Et puis, pendant 2 mois, on n'a plus entendu ce genre de choses que j'appellerais des bêtises. Et je dis des bêtises parce que c'est pas seulement extrêmement grave vis-à-vis de nos partenaires, c'était même incompréhensible pour la Russie. Et lorsque vous dites qu'il ne faut pas humilier la Russie, la réaction des Russes, c'est pas dire « Ah, ils sont sympas, ces Français, ils vont nous empêcher d'être humiliés ». Non, la réaction, c'est « Mais pour qui il se prend, ce petit Français, qui croit qu'il est en son pouvoir, que nous ne soyons pas humiliés ?» Il y a un aspect absurde à cette dérive de la philosophie ricoeurienne appliquée aux affaires internationales. Alors l'anecdote est la suivante. Le président Macron va à Munich au mois de février à la conférence de sécurité. Je participe aussi. Bon, je la fais courte, je lui donne mon livre. C'est oui. Entre autres choses. Et il fait un excellent discours. Il avait un très bon discours qui ne pouvait recueillir que l'assentiment de nos alliés et ce qui est au moins aussi important, aussi la compréhension des pays du Sud. Ça, c'est extraordinairement important parce que c'est là où la Russie marque le plus de points. Il fait ça, il prend l'avion pour rentrer sur Munich et là, il voyage avec 3 journalistes, 3 de vos collègues. Et il se met à dire exactement le contraire de ce qu'il avait dit à Munich. Oui. Et l'Élysée parvient à étouffer un peu les désastres en refusant de valider l'interview qui avait été réalisée, mais il en est sorti suffisamment pour qu'à nouveau, nos partenaires se disent « Mais qui c'est ce type-là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Où va-t-il ?» C'est extrêmement triste parce qu'effectivement, il n'y a pas de chef d'État en Europe aujourd'hui qui est la vigueur intellectuelle et physique du président de la République française. Dernière chose, parce qu'on va arriver au terme de l'émission. Vous dites que quand quelqu'un apprend que vous avez rencontré Volodymyr Zelensky, toujours la première question est « Est-ce que vous avez vu la série ?» Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on a vu la série. C'est impressionnant. Ben, il n'est pas comme dans la série, c'est tout ce que je veux dire. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus... alors, je vais employer un mot allemand qui peut paraître un peu bizarre, mais qui veut bien dire... Il est plus sachlich, il est beaucoup plus factuel. Qui veut dire factuel. Il est... si on ne savait pas
Non, il dit j'en dis Tarles. Voilà, exactement. Si on ne savait pas qu'il avait été saltimbanque dans une vie antérieure, parce qu'il a été saltimbanque au sens noble du terme, on ne peut pas douter qu'il ait été saltimbanque. Et il ne donne pas l'impression d'avoir été un acteur. Et ça, ça, je ne m'y attendais pas. Très honnêtement, ça, vous l'avez vu d'ailleurs dans le portrait que j'en dresse. Merci François Hesbourg. Je rappelle le titre de votre livre, Les leçons d'une guerre, chez Odile Jacob. Merci Nicole Bacharan pour ce livre, la plus résistante de toutes, aux éditions Stock. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.